Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment est décrit l'être humain, la personne, dans le regard bouddhique. Lorsqu'on parle de psychologie ou d'expérience intérieure, on pense souvent à des approches modernes. La neuroscience, la psychanalyse, les thérapies contemporaines. Et pourtant, la question est ancienne. Depuis très longtemps, les civilisations ont produit des représentations de l'être humain. Ces représentations ne sont pas toutes scientifiques. Certaines sont religieuses, spirituelles, mais aussi symboliques, philosophiques et médicales même. Elles répondent souvent à une même question. De quoi sommes-nous faits ? Pourquoi réagissons-nous ainsi ? Pourquoi souffrons-nous ? Qu'est-ce qui, en nous, reste stable ? Qu'est-ce qui change ? Et surtout, ce que nous appelons moi est-il aussi évident qu'il y paraît ? On peut penser par exemple, pour débuter, à la théorie des 4 éléments que l'on connaît de l'Antiquité. Dans de nombreuses traditions antiques, la terre, l'eau, l'air et le feu ne servaient pas seulement à décrire la nature. Ces éléments étaient aussi utilisés pour penser certaines qualités humaines. La terre évoquait la stabilité, la solidité, l'endurance, mais aussi l'inertie. L'eau évoquait la sensibilité, la réceptivité, la fluidité, l'émotion. L'air, quant à lui, évoquait plutôt la pensée, la parole, le mouvement, la mobilité intellectuelle. Et le feu évoquait l'élan, l'énergie, la volonté, et parfois la colère ou la transformation. Cette théorie n'est pas une science de la personnalité, mais elle montre que l'être humain a très tôt cherché à se comprendre à travers des images simples. Et ces éléments, on les a retrouvés également dans l'alchimie, dans le tarot, dans plusieurs traditions. Ça a vraiment diffusé énormément. On retrouve un autre type de représentation, très riche à mon sens, dans l'Égypte antique. Les Égyptiens ne pensaient pas à la personne comme une unité simple. Ils la comprenaient comme un ensemble de composantes. Il y avait le corps physique, appelé Khat, qui constituait le support matériel de l'existence. Le Ka représentait une force vitale, une puissance d'animation qui devait continuer à être nourrie après la mort par des offrandes. Le Ba désignait une forme d'individualité mobile, souvent représentée comme un oiseau à tête humaine capable de circuler entre différents mondes. Le cœur, Ib, était le siège de la pensée, de la mémoire, de l'intention et de la responsabilité morale. Le nom, Ren, n'était pas un simple mot, il participait à l'existence même de la personne. Être nommé, c'était continuer d'exister, et être effacé des inscriptions, c'était être atteint dans son existence symbolique. Et enfin, nous avions aussi l'ombre, Sheut, qui accompagnait l'individu comme une composante inséparable. Et tout à la fin, nous avions Lak, qui désignait une forme d'existence transfigurée obtenue après transformation dans l'au-delà. Ce modèle n'est pas une psychologie moderne. Il vise la continuité après la mort. Mais il montre déjà une intuition importante. La personne n'est pas une chose simple. Elle est un ensemble de dimensions qui sont corporelles, vitales, morales, symboliques et spirituelles. Cette idée de modéliser l'être humain est ancienne. Elle traverse de nombreuses cultures. Mais les modèles ne poursuivent pas tous le même objectif. À chaque modèle, il y a une finalité assignée permettant d'éclairer un aspect différent de ce qu'est l'être humain, dans ses différentes modalités d'existence. L'Égypte antique décompose la personne pour assurer sa continuité dans l'au-delà. Eh bien, le bouddhisme, lui, en décomposant l'être à travers les 5 agrégats, aboutit à l'absence d'un soi fixe. La différence est fondamentale. Dans le bouddhisme, la théorie des 5 agrégats occupe une place centrale. Le terme sanskrit est skandha. En français, on traduit généralement par agrégat. Le mot est assez juste.
Il désigne un ensemble composé, une réunion d'éléments. L'être humain, ou plus exactement ce que nous appelons habituellement moi, est analysé à travers 5 agrégats, que sont la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. Ces 5 agrégats ne doivent pas être compris comme 5 morceaux séparés de la personne. Ce ne sont pas 5 pièces rangées côte à côte. Ils désignent plutôt 5 dimensions simultanées de l'expérience. Prenons une situation ordinaire pour bien comprendre ces différents aspects et la simultanéité de ces derniers. Vous recevez un message sur votre téléphone. Il y a un corps, une main, un regard, une posture, peut-être une fatigue. C'est le premier agrégat qu'on désigne par la forme. Ensuite, il y a une tonalité immédiate. Le message est vécu comme agréable, désagréable ou neutre. C'est ce qu'on appelle la sensation. Mais il faut préciser quelque chose. Le deuxième agrégat est ce qu'on appelle en sanskrit Vedana. Et Vedana ne désigne pas une sensation au sens psychologique, mais la tonalité affective immédiate de l'expérience, agréable, neutre ou désagréable par exemple. C'est donc différent de la sensation au sens où nous l'entendons habituellement, qui serait plutôt la sensation de doux, de dur, et ensuite on viendrait coller à ces sensations une tonalité. Ici, Vedana vise tout de suite cette tonalité, agréable, désagréable. Le troisième niveau est celui où vient la reconnaissance du nom et l'interprétation de la situation. C'est la perception. Là encore, une précision est nécessaire. Le troisième agrégat, en sanskrit, est samjna. Il ne s'agit pas simplement de percevoir au sens de capter une information dans l'expérience, mais de reconnaître, d'identifier, de mettre une étiquette sur ce qui est donné dans l'expérience. C'est à ce niveau que l'esprit dit, souvent de manière implicite, c'est un message, c'est telle personne, ah, c'est important, c'est une critique. La perception organise ainsi l'expérience en objet reconnaissable, en s'appuyant sur la mémoire et les habitudes mentales. Il y a ensuite des réactions. On a envie de répondre. Il y a de la crainte, de l'irritation, de l'attente, une stratégie, de l'évitement. Ce sont ce qu'on appelle les formations mentales. Et là encore, une précision est nécessaire. Le quatrième agrégat est samskara. Il ne désigne pas seulement des réactions visibles, mais l'ensemble des tendances, des habitudes et des conditionnements qui les produisent. C'est à ce niveau que se manifestent les automatismes. Répondre immédiatement, se justifier, anticiper un conflit, éviter, contrôler. Les formations mentales orientent ainsi l'action. Elles sont façonnées par l'expérience passée et, en retour, renforcent ces mêmes schémas. Tout cela est présent à l'esprit. Il y a la conscience de l'écran, la conscience du message, de la réaction intérieure. Eh bien, c'est ce qu'on appelle tout simplement la conscience. Là encore, il faut préciser que ce cinquième agrégat qui est Vijnana en sanskrit, eh bien, il ne s'agit pas d'un observateur stable ou d'un moi qui regarderait les autres phénomènes, mais du fait même qu'il y a expérience. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Conscience visuelle de l'écran, conscience mentale du message, conscience des réactions. Elle apparaît et disparaît à chaque instant en dépendance de ce qui est perçu et des autres agrégats. Dans la vie quotidienne, nous résumons tout cela en disant « Tiens, j'ai reçu un message et j'ai réagi ». L'analyse des 5 agrégats ralentit ce résumé. Elle montre que l'expérience est composée. Elle montre aussi que le « je » apparaît souvent après coup, comme une appropriation de processus déjà en cours. Même si cet exemple du message sur le téléphone permet de présenter et clarifier les 5 agrégats, il peut être utile d'y revenir autrement. Non pas pour répéter, mais peut-être pour voir plus précisément ce qui s'y joue. Dans l'expérience ordinaire, ces aspects ne sont pas séparés. Ils s'enchaînent. Une situation apparaît, elle est vécue à travers le corps, colorée par une tonalité, reconnue, puis suivie de réaction. Ce processus est rapide, souvent implicite, parfois presque instantané.
Nous avons l'impression de faire face à un modèle déjà constitué, puis de réagir. Mais ce que nous appelons réagir est déjà pris dans un enchaînement en cours. Une grande partie de la réponse est engagée avant même que nous en ayons une conscience claire. C'est à ce niveau que se comprend la souffrance dans le bouddhisme. Ce n'est pas seulement la situation qui pose difficulté, mais la manière dont elle est saisie. Ce qui est agréable appelle l'attachement, ce qui est désagréable appelle le rejet, et ces réactions deviennent des habitudes. Ainsi, les 5 agrégats ne décrivent pas seulement l'expérience, ils décrivent aussi la manière dont elle devient le support de l'attachement et du rejet. Et c'est en ce sens que les textes parlent des 5 agrégats d'attachement. Cette analyse se trouve déjà dans les premiers enseignements attribués au Bouddha. La forme n'est pas soi. La sensation n'est pas soi. La perception n'est pas soi. Les formations mentales ne sont pas soi. La conscience n'est pas soi. Si ces agrégats étaient le soi, ils ne conduiraient pas à la souffrance. Ce passage n'énonce pas une théorie. Il invite à regarder l'expérience et à voir que ce que nous appelons « moi » ne se laisse pas trouver dans ces différents aspects. Le premier agrégat est la forme. On l'a déjà dit, il se nomme rupa. C'est le corps, les organes sensoriels, les objets physiques, les conditions matérielles de l'existence. Mais ce corps change, se fatigue, tombe malade. Il conditionne notre rapport au monde sans pouvoir être maîtrisé complètement. Le deuxième agrégat est Vedana, donc souvent traduit par sensation, on l'a expliqué. Il s'agit de la tonalité affective, agréable, désagréable ou neutre. Et c'est souvent à ce niveau que se forme l'impression d'un « je » qui ressent. Pourtant, cette tonalité dépend des conditions et varie constamment. Elle ne se stabilise pas. Le troisième agrégat est la perception. Samjna. Elle reconnaît, nomme, interprète. Nous avons l'impression de voir les choses telles qu'elles sont. Mais la perception ne se contente pas d'enregistrer, elle interprète. Ce que nous prenons pour une évidence est souvent déjà une construction. Le quatrième agrégat est celui des formations mentales, samskara. Il regroupe les réactions et les habitudes. C'est ici que l'on a le sentiment d'un « moi » qui agit. Pourtant, ces réponses sont largement conditionnées par l'histoire et l'expérience. Ce que l'on appelle « agir » est souvent la prolongation de schémas déjà en place. Et le cinquième agrégat est la conscience, vijnana. On pourrait y voir un centre stable, mais elle est toujours conscience de quelque chose. Elle apparaît avec un objet et disparaît avec lui. Il n'y a pas de conscience unique et permanente. Ainsi, à chaque niveau où l'on pourrait dire « c'est moi », on trouve un processus dépendant et changeant. Entendre une cloche, par exemple, suppose une vibration sonore, une oreille, une conscience auditive, une perception qui reconnaît une cloche, un ressenti agréable ou désagréable, puis éventuellement des formations mentales, souvenir, attention, agacement, apaisement. On peut illustrer cette analyse avec un koan zen classique, souvent attribué à Huineng. Deux moines regardent un drapeau qui flotte au vent. L'un dit « C'est le vent qui bouge !» L'autre répond « Non, c'est le drapeau qui bouge. » Huineng, qui entend leur discussion, intervient et dit « Ce n'est ni le vent qui bouge, ni le drapeau qui bouge. C'est votre esprit qui bouge. » Ce court échange est complexe, malgré sa simplicité apparente. Il ne s'agit pas de dire que le vent n'existe pas ou que le drapeau n'existe pas. Il ne s'agit pas non plus d'un idéalisme simpliste qui affirmerait que tout serait dans la tête.
Ce que ce koan met en évidence, c'est que l'expérience du mouvement n'est jamais purement donnée. Elle est toujours interprétée. Dans la perspective des 5 agrégats, on peut décomposer la situation comme suit. Il y a d'abord une forme, un drapeau, de l'air en mouvement et des yeux qui perçoivent une scène. Il y a ensuite une perception. L'un identifie le mouvement comme appartenant au vent, l'autre comme appartenant au drapeau. Les données sensorielles sont proches, mais l'interprétation diffère. Il y a également des formations mentales. Chacun défend une manière de comprendre ce qu'il voit. Il y a une tendance à fixer le phénomène dans une explication. Il y a un ressenti implicite. Peut-être un attachement à avoir raison, une légère tension dans la discussion. Et enfin, il y a la conscience de cette scène. Lorsque Ruineng dit « c'est votre esprit qui bouge », il ne nie pas les phénomènes physiques. Il attire l'attention sur le fait que ce qui est en jeu, ici, ce n'est pas simplement un objet extérieur, mais la manière dont l'expérience est constituée et appropriée. Le débat entre les deux moines porte sur l'objet, vent ou drapeau. Ruineng déplace la question vers le processus. Comment cette expérience est-elle formée et pourquoi devient-elle un point de fixation ? Ce déplacement, c'est exactement celui que propose l'analyse des 5 agrégats. Nous avons tendance à croire que nous voyons directement le monde tel qu'il est. Mais en réalité, ce que nous appelons « voir » implique déjà une sélection, une reconnaissance, une interprétation et souvent une prise de position. Le koan ne dit pas que le monde est une illusion au sens où il n'existerait pas. Il montre que ce que nous appelons « le monde » est inséparable de la manière dont il est perçu, interprété et investi par l'esprit. Ce point est essentiel pour comprendre la vacuité. Dire que les phénomènes sont vides ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Cela signifie qu'ils n'existent pas de manière indépendante de ces conditions que sont perception, langage, habitude mentale, contexte. Dans le koan, le vent, le drapeau et l'esprit ne sont pas 3 réalités séparées. Ils participent d'une même expérience. Ce que Ruineng met en lumière, ce n'est pas une vérité cachée derrière les apparences. C'est le fait que l'expérience elle-même est déjà un processus. Et c'est précisément ce que les 5 agrégats permettent d'observer, non pas de manière abstraite, mais dans des situations très concrètes. Cette première partie sur les 5 agrégats se termine. Nous poursuivrons dans un autre épisode la distinction en étudiant ce qu'il faut comprendre par le « moi » et le lien avec la vacuité. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute. Ce podcast n'a de sens que parce que vous êtes présents. Merci également pour vos encouragements et vos questions. Toutes ces interactions me permettent à la fois de nourrir ma réflexion et d'explorer des angles que je n'aurais peut-être pas envisagés seul. N'hésitez pas à me contacter par email ou par message via la page Facebook ou le compte Instagram. Continuez à partager le podcast et à en parler autour de vous. Cela permet de rendre le zen plus accessible en le rendant vivant. À bientôt.